Regardons de manière précise la situation au Nigeria. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Ce qui se passe au Nigeria, c'est que le Nigeria est dirigé par un groupuscule de dirigeants qui sont des ennemis de leur propre peuple. C'est un groupuscule de dirigeants rassemblés autour d'Adebola Tinubu qui sont des ennemis du peuple nigérian et des ennemis du peuple africain. À quoi sait-on qu'ils sont des ennemis du peuple nigérian? Parce qu'ils laissent l'écrasante majorité du peuple du Nigeria vivre dans la pauvreté. Alors que l'élite politique nigériane est extrêmement riche. Et elle est riche principalement de détournement des deniers publics de l'État du Nigeria, des détournements de ses rentes pétrolières et gazières. Ça, c'est le fait interne. À savoir que le Nigeria est dirigé par une oligarchie corrompue, criminelle. Mais Adebola Tinubu coche une autre case. Lui, il est à la merci du chantage des États-Unis d'Amérique parce que aux États-Unis d'Amérique courent contre lui deux dossiers. Un dossier de narcotrafic, d'une part, et d'autre part, eh bien, un dossier de fraude au diplôme. Depuis que les États-Unis d'Amérique ont pris connaissance de ces deux affaires, ils les ont utilisées pour faire chanter Adebola Tinubu à tous les sons voulus par l'Amérique. Adebola Tinubu, de peur d'être kidnappé à la manière de Maduro, a décidé de faire les 4 volontés des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le deuxième problème. Il y a un troisième problème. Au Nigeria, l'homme d'affaires Aliko Dangote, probablement la plus grande fortune d'Afrique, a opéré une percée industrielle géante en mettant en place des raffineries ultra modernes permettant la transformation du pétrole brut nigérian sur place et ainsi l'accès du plus grand nombre à l'énergie moins chère. Cette transformation industrielle technologique fondamentale a été vue d'un très mauvais œil par les compagnies occidentales qui se faisaient depuis très longtemps du beurre sur le pétrole brut du Nigeria, qui était donc extrait sous forme brute et transformé chez elles. Les compagnies qui ont vu d'un très mauvais œil la révolution industrielle apportée par les raffineries Dangote, ce sont les compagnies américaines d'abord, les compagnies britanniques ensuite, les compagnies françaises. C'est Exxon, c'est British Petroleum, c'est Mobil, c'est Total, qui ont vu rouge dès lors qu'Aliko Dangote s'est mis à transformer sur place pour son pays et pour la sous-région africaine, à transformer sur place, eh bien, le brut nigérian. Tant que le Nigeria n'avait pas atteint cette capacité d'auto-raffinerie, cette capacité de garder sur son propre sol la valeur ajoutée de son pétrole brut, il n'était pas question de le recoloniser militairement. Mais depuis que le Nigeria est entré dans cette sphère qui pourrait le conduire vers une autonomie eh bien, industrielle et économique et politique réelle, les dirigeants américains, et notamment Donald Trump, l'actuel président, a décidé de procéder de manière frontale. Jusqu'ici, pour maintenir le Nigeria sous contrôle, les grandes puissances de l'OTAN ont entretenu les groupes terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda qui harcèlent sans cesse l'armée nigériane et empêchent le Nigeria de vivre en paix. Ces groupes terroristes sont là pour appeler au gouvernement d'Abuja qu'il doit faire les 4 volontés de Washington, de Londres, les 4 volontés de Bruxelles et de Paris. Les groupes terroristes sont des groupes de harcèlement, des groupes de chantage, des groupes dont le but est de maintenir les dirigeants africains sur le qui-vive, de telle façon qu'ils fassent les 4 volontés des dirigeants occidentaux. Il faut que vous compreniez pourquoi ces groupes-là sont disséminés partout où l'Occident a des convoitises. Partout où l'Occident veut piller, il envoie, comme je l'ai dit, en pionnier, il envoie en éclaireur les groupes terroristes. Jusqu'ici, l'OTAN, l'Union européenne, la France,
l'Angleterre avait choisi de maintenir le Nigeria sous une certaine forme de chaos maîtrisé. On se contentait d'armer l'État islamique, d'armer Al-Qaïda. Et même, l'État islamique et Al-Qaïda sont fournis en armes au Nigeria avec la complicité du gouvernement fédéral, qui facilite l'accès des terroristes aux armes, tout en armant l'armée pour combattre les terroristes. Parce qu'il faut que vous sachiez que l'élite politique nigériane est tellement corrompue qu'elle joue au double jeu. Adebola Tinubu sait que son propre gouvernement participe à l'acheminement des armes aux terroristes. Et en même temps, il est chargé d'armer l'armée nigériane pour combattre les terroristes. Et il sait que empêcher que des drones, empêcher que des fusils et des munitions arrivent aux terroristes, c'est désobéir aux dirigeants occidentaux qui sont les parrains des organisations terroristes. Donc, Tinubu, avant lui, eh bien, Muhammadu Buhari, avant lui, Goodluck et Ebele Jonathan, tout ce monde-là s'est accommodé de ce double jeu. Ils sont amenés à fermer les yeux sur certaines armes qui vont vers les terroristes. Et en même temps, on les laisse s'armer un peu pour combattre les terroristes, mais les Occidentaux, extrêmement duplicitaires et méchants, ont toujours veillé à ce que le Nigeria ne soit pas capable de vaincre les terroristes. Parce que si le Nigeria n'avait pas ce harcèlement permanent du terrorisme, les dirigeants nigérians seraient tentés de répondre prioritairement aux aspirations de leur population. Or, en maintenant le Nigeria dans cette espèce de guerre larvée, de guerre permanente, on s'est assuré, du côté de l'OTAN, de l'Union européenne, du néocolonialisme français, on s'est assuré d'un moyen de pression permanent, un moyen de vassalisation permanente, eh bien, des dirigeants du Nigeria. Est-ce que vous comprenez? C'est un point extrêmement important dans cette émission. Bon, alors, donc, puisque les terroristes ne peuvent pas empêcher Dangote de raffiner, puisque les mesures de sécurité ont été renforcées autour des raffineries, puisque les terroristes ne peuvent finalement pas empêcher le Nigeria, bon an mal an, d'aller vers une certaine autonomie stratégique et économique, puisque le Nigeria a même été tenté d'engager des coopérations avec la Fédération de Russie, y compris d'ailleurs dans le terrain militaire, la grande puissance occidentale, la patronne de l'Occident, à savoir les États-Unis d'Amérique, ont décidé de revenir physiquement sur le sol nigérien. Et pour revenir physiquement sur le sol nigérien, quel est l'alibi qu'ils ont trouvé? Deux alibis. Premier alibi, les chrétiens seraient menacés au Nigeria. Et Donald Trump, en tant que prétendument chef de la chrétienté politique, viendrait défendre les chrétiens au nom de Jésus. Or, Donald Trump, l'un des personnages les plus cités dans le scandale Epstein, il n'est pas chrétien. S'il est chrétien, le christianisme n'existe plus. C'est pas un chrétien. Et Donald Trump, qui n'aime pas suffisamment les chrétiens latinos, les chrétiens noirs américains, ne peut pas venir aimer les chrétiens nigérians. Mieux, les terroristes au Nigeria, ils tuent de manière indifférente. Ils tuent les Nigérians musulmans, ils tuent les Nigérians chrétiens, ils tuent même les Nigérians traditionnalistes. Donc, le premier prétexte utilisé par l'actuel président américain pour venir bombarder le Nigeria est un faux prétexte, c'est un alibi. C'est exactement le même style de faux prétexte qu'il a utilisé pour finir par kidnapper le président vénézuélien Nicolás Maduro. En fait, c'est pour voler le pétrole vénézuélien que Donald Trump a kidnappé Nicolás Maduro. Normalement, tous les Américains le savent. Là-bas, il avait inventé le motif du narcotrafic contre Maduro. Mais même les juges américains qui détiennent illégalement et illégitimement le président du Venezuela ont retiré le motif de narcotrafic parmi les accusations contre Maduro. Or, c'est ce motif que Trump a avancé avant de kidnapper Maduro. Maduro qui, comme vous le voyez, est victime d'une double trahison. La trahison du droit international, bien sûr, par les États-Unis, mais aussi la trahison de la lutte, de la révolution bolivarienne, par ceux qui dirigent le Venezuela actuellement et qui sont en train de le brader pour conserver le pouvoir. Je laisse ce côté-là. Mais souvenez-vous que Donald Trump, ses alibis sont transparents. Ils sont transparents comme le vent. C'est quelqu'un qui a un mal fou à mentir. Parce qu'il ment grossièrement. Il est plus facile avec Donald Trump qu'avec les précédents présidents américains
par exemple l'hypocrite Obama, il est plus facile avec Donald Trump de connaître la vérité. Parce que quand il ment grossièrement. Et puis la plupart du temps, Donald Trump est assez arrogant, assez narcissique, assez suffisant pour dire d'une manière complètement crue ce qu'il pense et ce qu'il veut. Il a fini par dire, le pétrole du Venezuela nous appartient. Nous voulons le pétrole du Venezuela. Eh bien, c'est ce qu'il dit au Nigeria. Donald Trump vient au Nigeria, d'abord mettre la main sur le pétrole nigérian d'une manière ouverte. Il vient mettre la main sur le pétrole nigérian pour dire que ce sont les États-Unis qui doivent raffiner et distribuer le pétrole nigérian. Voilà pourquoi il envoie l'armée américaine au Nigeria. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif qu'il a avancé, à savoir... donc là, le premier, c'était la lutte antiterroriste. Le deuxième motif qu'il a avancé pour venir au Nigeria, c'est que, prétend-il, les terroristes qui ensanglantent le Nigeria, eh bien, ces terroristes-là proviendraient du Sahel. C'est-à-dire de la zone de l'alliance des États du Sahel. D'accord? Ça, ce sont les raisons que Donald Trump a avancées. La première raison, je viens combattre le terrorisme au Nigeria, on sait que c'est faux. C'est pour venir mettre la main sur le pétrole, comme il l'a fait au Venezuela, comme ils l'ont fait en Libye, où ils viennent d'assassiner, d'ailleurs au passage, l'un des fils survivants du guide Muammar el-Kadhafi, Seif al-Islam el-Kadhafi. D'accord? C'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils viennent toujours dans le pays des gens, ils massacrent et ensuite ils volent. Ils pillent allègrement. Donc ça c'est l'objectif. Il est venu au Nigeria pour s'en assurer le pillage au profit des multinationales américaines qui le soutiennent. Mais il est venu avec un double objectif. Devant la défaite de la France face à l'alliance des États du Sahel, Donald Trump a décidé, au nom des États-Unis, de prendre les choses en main. Parce que les États-Unis sont la grande puissance de l'Occident. Là où la France a échoué, l'Amérique prétend venir essayer de réussir. Le positionnement des troupes américaines au Nigeria est un positionnement offensif contre l'alliance des États du Sahel. Parce que le deuxième motif qui avait été avancé, à savoir qu'ils viennent combattre des terroristes qui viennent de la région sahélienne, est un alibi pour les États-Unis de Trump, alibi leur permettant d'envisager d'aller poursuivre les terroristes dans le territoire sahélien, d'où ils sont supposés être venus. Au motif de poursuite des terroristes, Donald Trump veut ouvrir en fait le front de la lutte de l'Occident contre la grande puissance africaine émergente, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il vient au Nigeria d'abord pour s'assurer que le pétrole du Nigeria va continuer à sortir vers les caves américaines à volonté. Ça c'est un. De deux, il vient au Nigeria se placer là pour voir comment fragiliser l'Alliance des États du Sahel parce que la France a échoué. La dernière opération contre l'aéroport de Niamey, qui était supposée donc renverser le président Tiani ayant échoué, le grand frère impérialiste américain vient lui-même prendre les choses en main. Donc Donald Trump, très clairement, menace la stabilité de l'Alliance des États du Sahel et il nous faudrait être aveugles pour ne pas nous rendre compte que ce dispositif-là a pour but de viser cette souveraineté-ci. N'oubliez pas que les États-Unis d'Amérique ont la même politique envers l'Afrique, quel que soit celui qui les dirige. Pourquoi? Parce que ce soit les démocrates américains à la Obama, Biden qui sont au pouvoir, ou que ce soit les républicains américains à la Trump ou à la Bush qui sont au pouvoir, toutes les élites de pouvoir aux États-Unis sont convaincus que les États-Unis doivent être la plus grande puissance mondiale, c'est-à-dire que les États-Unis doivent dominer tous les autres pays du monde. C'est le cœur de la doctrine de la destinée manifeste des États-Unis, Manifest Destiny of the United States, et c'est le cœur de la psychologie politique américaine. Le droit de dominer toutes les autres parties du monde. Il n'y a qu'à voir pour cela la carte des plus de 830 bases militaires américaines dans le monde et vous comprendrez l'ambition. C'est de soumettre le monde entier à la volonté américaine. Et là-dessus, les dirigeants démocrates et les dirigeants républicains pensent la même chose. Donc un changement, en quelque sorte, de président à Washington n'implique pas nécessairement un changement de politique africaine des États-Unis.
Donald Trump approche à la manière du loup et du renard. Il approche comme le loup, puisqu'il bombarde à la première occasion. Il blesse et il tue à la première occasion. Il l'a montré au Venezuela, il le montre en Palestine où il soutient le génocidaire Netanyahou, il le montre en Iran où il cherche un moyen de frapper, il se comporte en loup en Iran, d'accord? Il le montre comme cela, mais il peut aussi avancer en renard. Par exemple, il a envoyé un émissaire pour faire le tour du Sahel et dire que lui, vraiment, il aimerait avoir une politique différente de ses prédécesseurs. Lui veut avoir une politique respectueuse de la souveraineté des États sahéliens. Qui peut croire ici au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, qui peut croire que Donald Trump soit capable d'être porteur d'une politique de respect des souverainetés au moment où il veut arracher le Groenland au Danemark? Qui peut croire que Donald Trump soit capable d'une politique de respect des souverainetés au moment où il kidnappe le président du Venezuela et l'amène en déportation aux États-Unis? Qui peut croire que Donald Trump soit respectueux des souverainetés au moment où il déplace la flotte de guerre américaine pour encercler l'Iran et le menacer de destruction parce que l'Iran ne fait pas ses quatre volontés? Nous avons tellement de preuves du mépris de la souveraineté des pays étrangers par les dirigeants américains en général, mais par Donald Trump en particulier, pour ne même pas croire en la campagne de son émissaire. Monsieur Trump doit savoir que son émissaire ne convaincra personne ici en Afrique, du moins personne de sérieux. Il ne convaincra personne de sérieux que Donald Trump soit capable de mener une politique respectueuse de la souveraineté des Africains. Nous n'y croyons pas, et d'ailleurs nous n'attendons pas de Donald Trump qu'il protège la souveraineté des Africains, parce que nous savons que sa propension naturelle est plutôt de la détruire. Donc en fait, ce positionnement, cette descente sur le terrain est un acte d'hostilité ouverte envers les pays souverainistes et panafricanistes qui sont à la frontière nord du Nigeria. Et ça va en droite ligne du positionnement français au Bénin. Et vous voyez une fois de plus que ce positionnement américain repose le problème du sérieux du nouveau président ghanéen John Mahamad Dramani. Est-ce qu'il va vraiment être capable? Merci infiniment à toi, Falikou Khalil Fofana. Merci beaucoup pour le soutien. Est-ce que Donald Trump va vraiment être capable? Je ne parle pas de Donald Trump. Est-ce que le président ghanéen John Mahamad Dramani va être capable de mener la politique panafricaniste qu'il a esquissée en continuant à permettre aux États-Unis d'opérer à partir d'une base basée au Ghana pour se mêler des affaires africaines? Parce que par exemple, les troupes qui ont été projetées au Nigeria, les activités militaires américaines au Nigeria sont facilitées par la base américaine au Ghana. Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes dans une phase délicate de l'histoire du sous-continent? Une phase terrible de l'histoire du sous-continent. Nous sommes en train d'assister à une recolonisation militaire du sous-continent avec la complicité des fils de l'Afrique. De fils de l'Afrique qui sont essentiellement intéressés à la conservation du pouvoir et non pas au service du peuple. Donc, pour aller au bout de mon analyse, Donald Trump remet des troupes américaines au sol au Nigeria à un moment où la conscience africaine a bien établi et de manière, j'espère, irréversible le distinguo entre l'occupation militaire néocoloniale, l'occupation militaire impériale et la lutte antiterroriste, la lutte anticolonialiste, la lutte anti-impérialiste. Écoutez-moi bien. Et c'est par là que je vais répondre à ceux qui vont venir, que ce soit sous cette émission ou dans d'autres émissions, sur d'autres plateformes, essayer de mettre sur le même pied d'égalité la présence militaire américaine au sol au Nigeria et la présence russe au sol au Niger. La présence militaire américaine au sol au Ghana et la présence russe au sol au Mali. La présence militaire au sol, américaine au sol au Bénin et la présence russe au sol au Burkina Faso. Ils vont venir sur les réseaux sociaux essayer de vous dire quand la Russie déploie l'Africa Corps, vous ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas non plus quand d'autres permettent à l'armée américaine de se déployer.
je voudrais vous aider à répondre de manière puissante et fulgurante à cet argument. Il faut distinguer deux formes de présence militaire sur le continent africain. Il y a une présence militaire au service de la traite négrière. Une présence militaire dont le but était la colonisation de l'Afrique. Son pillage économique, son pillage financier, son pillage spirituel. Une occupation militaire dont le but est d'imposer à la tête des pays africains des dirigeants qui ne servent pas leur peuple, qui détestent leur peuple, qui truandent leur peuple. Une occupation militaire qui a pour but de faire de l'Afrique le paillasson de l'Occident et du Moyen-Orient. On appellera cette occupation militaire l'occupation militaire, eh bien, négrière, colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, l'occupation militaire anti-africaine. Il ne faut jamais confondre les troupes anti-africaines avec une deuxième catégorie de troupes. Il y a une deuxième forme d'occupation militaire en Afrique, mais ce n'est pas une occupation. Il s'agit d'une alliance de troupes qui viennent en Afrique dans le cadre d'une alliance anti-négrière, alliance anti-colonialiste, alliance anti-néocolonialiste et alliance anti-impérialiste. Il y a deux types de pays, il y a deux sortes de pays dont la présence militaire en Afrique s'est toujours faite dans le cadre d'alliances en faveur des intérêts vitaux des Africains. Il faudrait étudier l'histoire, par exemple, de l'intervention militaire cubaine en Angola. L'alliance cubano-africaine. Ça doit être une école pour ceux qui veulent savoir à quel moment la présence militaire étrangère en Afrique est compatible avec l'Afrique. C'est lorsque ceux qui viennent partagent avec les Africains les mêmes idéaux, partagent avec les Africains la même vision du monde. Nous, les Africains, nous ne voulons plus d'un monde dans lequel nous sommes traités comme des sous-hommes. Donc, un monde raciste, un monde racialisé, nous n'en voulons pas. Les soldats cubains de Fidel Castro qui vont participer à la libération de l'Angola étaient antiracistes. Or, l'Amérique de Trump, elle est raciste. Les troupes de Trump sont racistes. La France de Macron est raciste. Les troupes de Macron sont racistes. Les troupes européennes sont racistes. Les troupes américaines sont racistes. Ça, c'est le premier point. Je parle toujours de Cuba. L'armée cubaine est venue aux côtés des Africains pour combattre les colonialistes et les impérialistes. C'est-à-dire combattre ceux qui réduisaient les Africains en esclavage chez eux. Ou qui déportaient les Africains sur d'autres continents contre leur volonté, tout naturellement. Or, l'armée américaine, là, quand elle vient, c'est pour imposer le modèle colonial, c'est-à-dire piller les richesses des pays qu'elle occupe. Quand l'armée cubaine vient, ce n'est pas pour piller les richesses des pays qu'elle occupe. Troisième élément, l'armée cubaine, quand elle intervient en Angola, quand elle intervient, je ne sais pas, au Mozambique ou en Guinée-Bissau, quand elle intervient aux côtés des Africains, elle les aide à construire des États souverains. Des États dont les gouvernements se mettent au service de leur peuple. L'armée américaine, partout où elle met les pieds, fait tout pour imposer des valets qui font la volonté de Washington et non celle des masses populaires. Donc la présence militaire américaine en Afrique ne peut pas être comparée à la présence militaire cubaine. Cuba est venu en Afrique pour nous aider à combattre ceux qui nous maltraitaient en tant que Noirs. Cuba est venu en Afrique pour nous aider à combattre les colons, à combattre les impérialistes. C'est exactement ce raisonnement qu'on doit reprendre en prenant le cas de l'armée russe. La Russie n'a jamais réduit les Africains en esclavage sur son sol. Elle n'a jamais déporté les Africains. Ça, c'est un. Deuxièmement, à l'époque de l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques a envoyé des troupes aider les Africains à combattre qui? Les puissances coloniales, à combattre les puissances impérialistes qui ne voulaient pas de la souveraineté africaine. Donc les soviétiques ont aidé les Africains à combattre pour accéder à leur propre souveraineté. Lorsque la Fédération de Russie
a été reconstituée dans les années 90. Et lorsqu'elle a repensé sa politique africaine, elle s'est engagée essentiellement à renforcer les capacités des gouvernements africains existants. D'ailleurs, de ce point de vue, elle s'en est tenue au principe anti-impérialiste, au principe anticolonialiste, mais elle s'est abstenue de juger du contenu et de la valeur du régime, laissant cela aux luttes politiques internes à chacun des pays. Il faut que vous compreniez la posture de la Fédération de Russie avec Vladimir Poutine aujourd'hui. Vladimir Poutine ne cherche pas à se mêler de savoir qui est le président du Mali. Il ne cherche pas à choisir, à forcer les Maliens à avoir Assimi Goïta comme président. Il ne cherche pas à forcer les Camerounais à avoir Biya comme président ou quelqu'un d'autre. Dans la réelle politique, la réelle diplomatie russe aujourd'hui, ils prennent les États africains tels qu'ils sont. Et ils coopèrent avec ceux qui veulent coopérer avec eux. Seulement, cette coopération-là, elle est orientée vers l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme. C'est-à-dire que, dans tout ce qu'ils vont faire avec le Cameroun, le but c'est d'aider le Cameroun à être davantage capable d'agir par lui-même que de dépendre de la France, de dépendre des États-Unis. Dans leur coopération qu'ils vont mener avec le Mali, le but c'est d'aider le Mali à être davantage capable d'agir par lui-même que de dépendre de la France, de dépendre de qui que ce soit, même pas de la Russie. C'est d'aider le partenaire à devenir progressivement autonome. Donc vous ne pouvez pas mettre sur le même pied d'égalité, vous ne pouvez pas mettre sur la même balance la présence militaire américaine en Afrique et la présence militaire russe. La présence militaire américaine en Afrique et la présence militaire cubaine. Vous ne pouvez pas comparer les présences militaires cubaines et russes d'un côté aux présences militaires françaises, américaines et britanniques de l'autre. Les Occidentaux ont essentiellement trucidé les Africains. Ils ont essentiellement pillé les Africains. On ne peut pas le dire des Cubains et des Russes. Voilà ce qu'impose la connaissance de l'histoire. Je vous invite par exemple à méditer une célèbre phase, l'une des plus grandes phases de l'histoire africaine, l'histoire politique africaine, eh bien, du XXe siècle.